l'université Savoie-Mont-Blanc, en coopération avec la Galerie Eureka. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, mais surtout de recevoir M. Haute, chercheur au laboratoire de psychologie de neurocognition de Chambéry. Vos recherches portent notamment sur le rapport entre le sommeil et la régulation émotionnelle. Ce sera sûrement le sujet de ce soir. Je rappelle aussi les règles, qui ont fait un peu embêtant tout à l'heure. 15 minutes de présentation, s'ensuit derrière 10 minutes de questions pour réguler le temps. C'est moi le chef, j'ai ça ici, et donc à chaque fois je rappelle, voilà, toute façon de bonne présentation, à tout à l'heure. Merci, vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Bien, 25 ans. 25 ans, c'est le temps que vous allez passer à dormir. Sur ces 25 années, à peu près une dizaine d'années, vous avez passé à rêver. Pourquoi? Pourquoi on dort? Pourquoi on rêve? Et quelles sont les particularités de ces éléments-là? Alors une première manière d'essayer de répondre à ça, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs, chez d'autres espèces, et notamment d'essayer de regarder à partir de quand apparaît le sommeil. Alors on ne sait pas bien répondre à cette question-là quand même. Pourquoi? Parce que, quels critères on va décider pour savoir si un autre animal que l'être humain dort? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que dans toutes les espèces vivantes, on a une alternance entre des phases de repos et des phases d'activité. Cette alternance, est-ce qu'on peut parler de sommeil? Difficile à y répondre. On va être capable de parler de sommeil à partir du moment où apparaît un système nerveux central, un cerveau. Et à partir du moment où on regarde dans les espèces qui ont ce système nerveux central, donc les reptiles, les oiseaux, les mammifères, on constate l'apparition d'une phase de sommeil qui est définie comme un état de réduction de l'activité qui est réversible et qui va s'accompagner d'une augmentation des seuils de réactivité aux stimulations. Donc si on regarde ça, on va voir apparaître chez toutes les espèces possédant un cerveau, tous les vertébrés, des phases de sommeil et des phases d'éveil. Et puis apparaît, chez les mammifères, mais également chez les oiseaux, un drôle de sommeil dont je parlerai tout à l'heure, qu'on appelle le sommeil paradoxal, qu'on a généralement tendance, de manière abusive, à parler de sommeil de rêve. Alors, juste quand même un petit détail sur lequel je ne vais pas revenir trop, c'est que de plus en plus les chercheurs ont utilisé des méthodes ingénieuses pour essayer d'étudier chez ces espèces un petit peu leurs activités. Et vous avez ici par exemple ce qu'on appelle la méduse renversée ou à l'envers, qui est une méduse particulière, et on a pu l'étudier en laboratoire et découvrir que cette méduse, qui est un invertébré, dort. C'est-à-dire qu'elle se pose dans un coin, elle réagit moins bien au stimulus, elle répond à tous les critères qu'on appelle de sommeil. Pareil pour la mouche, on a pu montrer que la mouche était sans doute dans des états de sommeil, même si on ne peut pas mesurer l'activité cérébrale d'une mouche. Donc plus on avance, plus on se rend compte que toutes les espèces, a priori, se rapprochent du sommeil. Et puis même un peu plus loin, je vous ai dit que les oiseaux, les mammifères, avaient du sommeil de rêve. Et puis on s'est rendu compte que les reptiles, on ne savait pas trop. Parce que déjà mettre des électrodes sur le cerveau d'un crocodile, c'est dangereux. Et puis parce que c'est difficile à mesurer. Mais il y a quelques études intéressantes qui ont montré que les phases un peu classiques de sommeil paradoxal, de sommeil de rêve, on est capable de les mesurer de manière en préparation quelque part de ce qu'on voit chez les mammifères, y compris peut-être chez les reptiles. Donc ça doit servir à quelque chose. Mais à quoi? Parce que si vous réfléchissez un petit peu, quand on dort, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans un endroit, on baisse notre niveau de vigilance, c'est-à-dire qu'on se met dans des conditions défavorables pour la survie, puisque toute espèce en train de dormir peut se mettre en danger par rapport à une autre espèce qui viendrait la manger. Donc ça doit servir à quelque chose. Il y a quelques espèces, je reviendrai là-dessus parce que je n'ai pas assez de temps, pour lesquelles on se dit, en fait non, ils ne dorment pas. Parce qu'un dauphin, s'il dort, il se noie, parce que vous savez qu'il respire pas dans l'eau, il a besoin de remonter pour respirer. Pareil, les oiseaux migrateurs, ils peuvent rester plusieurs journées, plusieurs semaines parfois, pour les plus endurants, à voler. Donc comment ils font? Ils ne dorment pas, ces oiseaux-là. S'ils dorment. Ils dorment de la moitié d'un cerveau, pendant que l'autre moitié est en train d'être réveillée. Et c'est ce qu'on montre aussi chez les mammifères marins. Ils ont aussi du sommeil, simplement il y a la moitié d'un cerveau qui dort, pendant que l'autre moitié ne dort pas. Donc le sommeil semble nécessaire, même dans ces espèces qui
pourrait a priori ne pas dormir. Alors pourquoi dort-on? Alors pour les chercheurs, la question du pourquoi, c'est toujours la plus dure. On sait bien répondre au comment, répondre au pourquoi, c'est toujours un peu compliqué. Une manière d'essayer d'y répondre pour le sommeil, c'est d'essayer de regarder à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si mon sommeil est perturbé? Quand le sommeil est perturbé, eh bien, on va constater toute une série de modifications très importantes qui fait que pour un chercheur du sommeil comme moi, on considère que souvent c'est un état qui est pas suffisamment pris en compte. C'est-à-dire qu'on va considérer que cet état, il est là, il est présent, bon, je ne dors pas très bien, c'est le cas, je suis peut-être perturbé. Or, on constate qu'un grand nombre de pathologies vont être sous-tendues par des troubles du sommeil. Et que, parfois, en première intention, ce serait peut-être bien d'essayer de mieux dormir, pour essayer de perdre du poids, pour essayer d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire, etc., etc. Donc effectivement, dès qu'on manque de sommeil, on se rend compte qu'apparaissent un certain nombre de troubles, plutôt lourds, qui peuvent apparaître, à la fois psychologiques et physiques. Donc, peut-être c'est une première piste pour dire, peut-être ça sert à faire quelque chose comme ça. Alors sur la piste physique, je ne vais pas trop revenir dessus parce que ça nous éloigne du rêve, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui suggèrent que ça va nous permettre de réguler la température, de réparer notre organisme, de nettoyer un certain nombre de déchets. Et je vais juste insister sur cet aspect-là parce que c'est une des grandes découvertes de ces dernières années et qui pourrait expliquer un certain nombre de choses, y compris le vieillissement pathologique. C'est ce qui est à droite, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse glymphatique. L'hypothèse glymphatique, c'est quoi? C'est la découverte que dans notre cerveau, eh bien, nous avons des structures qui sont les neurones. Et ces neurones, vous voyez, quand on est en état d'éveil, elles sont assez resserrées les unes aux autres. Et on a du liquide qui est là pour venir nettoyer un peu les cellules, qui va passer dans ces espaces un peu petits. Et quand on dort, eh bien, ces neurones ont tendance à réduire un tout petit peu leur taille. Conséquence de ça, ces liquides qui viennent nettoyer, enlever les cellules mortes, etc., eh bien, va augmenter son débit par un facteur x100. Et ce qu'il va enlever, ce sont tous ces résidus qui sont observés en grande quantité quand on est sur du vieillissement pathologique, maladie d'Alzheimer par exemple. Vieillissement anormal, vieillissement pathologique. Donc ici, on a une hypothèse, un facteur à minima aggravant pour expliquer des troubles, notamment la mémoire, etc., si le sommeil est de mauvaise qualité, puisqu'il nous faut un sommeil profond pour que ces vaisseaux, cette lymphe, puisse passer de manière plus facile entre les neurones. Alors, le problème quand on parle de sommeil, c'est que je vous parle du sommeil depuis tout à l'heure, mais en fait, on n'a pas un sommeil, on a des sommeils. On a un sommeil qui semble être ce fameux sommeil réparateur, ce qu'on appelle le sommeil lent, puis plus on avance dans le sommeil, plus il va être profond. C'est le moment où on peut venir vous cambrioler, c'est vers le sommeil lent profond, là vous n'allez rien entendre, etc. Et puis bizarrement, d'un seul coup, à peu près 3 ou 4 fois par nuit, vous allez avoir un sommeil avec une activité cérébrale aussi importante que durant l'éveil. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et ce sommeil-là, on ne comprend pas pourquoi il apparaît. C'est un sommeil qui va nous faire consommer l'énergie, qui fait que nos cellules refonctionnent sur un rythme élevé. Donc pourquoi on aurait ce sommeil dit paradoxal? Donc c'est un sommeil, si vous allez me croire sur parole, qui correspond à ce stade-là. L'activité qui est ici, c'est l'activité de notre cerveau. Et plus l'activité est petite et rapide, plus notre cerveau est en activité. Donc on voit que dans les stades qui sont avant, le cerveau se repose, entre guillemets. Et quand on regarde ce stade de sommeil paradoxal, il est similaire à ce qu'on voit à l'éveil. Donc là, on se dit, on a un sommeil qui est un peu étonnant. On ne voit pas trop à quoi il peut servir. Rapidement, ce sommeil, on va l'associer pendant très longtemps, je vais essayer de faire ça à peu près, à un sommeil de rêve. Alors ce rêve, à quoi il sert? Donc c'est vers ça qu'on va dériver. Alors très longtemps, très rapidement, on suppose, alors ce que vous voyez ici assez mal, c'est une peinture sur Lascaux, où on voit une personne allongée à gauche, avec le sexe en érection, et puis ensuite un bâton avec un oiseau, etc. On interprète ça comme sans doute, pour une raison assez simple, c'est qu'on sait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années que le sommeil chez l'homme s'accompagne d'une érection, que le rêve soit érotique ou pas, ça ne change rien, c'est un phénomène physiologique, et que nos ancêtres avaient déjà observé ça, et qui représentaient ici le rêve avec toute une symbolique imaginaire associée au fait que ça permettait d'accéder au monde des esprits. Cette idée-là, on le retrouve aussi dans l'Égypte antique, mais également dans la Grèce antique, où il y avait des lieux où les gens venaient dormir et on venait interpréter leurs rêves, la signification de leurs rêves, pour venir guérir ces personnes. Donc très rapidement, l'idée a été de dire que le rêve est une sorte de passage particulier qui permet d'accéder à
une connaissance mystique à quelque chose qui dépasse le monde de la réalité. Alors, bien sûr, on est des scientifiques maintenant, donc on est un peu plus pragmatique, on a des outils qui nous permettent d'évaluer un petit peu ça, mesurer l'activité du cerveau, des yeux, du corps, et puis même maintenant, depuis quelques années, on arrive même à faire dormir les gens dans des IRM pour venir voir quelles sont les régions cérébrales qui s'activent et comprendre un peu ce qui se passe. Alors, dans ce cadre-là, ce qu'on observe, c'est que on va donner au sommeil du rêve plusieurs fonctions. La première, c'est que ça nous sert à mûrir le sommeil paradoxal. Pourquoi mûrir, grandir si vous voulez? Eh bien, c'est un constat qui a été fait il y a bien longtemps déjà. Ce que vous avez ici, c'est 3 espèces. Le cobaye, le rat, le chat. Et là, c'est le pourcentage de temps passé en sommeil de rêve chez ces espèces-là. Vous voyez qu'il y a des grosses différences entre ces 3 espèces. Cette différence, elle est aussi associée à un autre facteur qui est le degré de maturation cérébrale de ces animaux. Donc là, c'est avant la naissance. Et on voit, pour ceux qui ont des cochons d'Inde, vous le savez sans doute, quand il naît, quelques semaines, 1 semaine, 2 semaines après, ils sont déjà capables de courir, d'être autonomes, et au bout de 3 semaines, ils peuvent même quasiment se reproduire déjà. Donc on a des espèces dont la maturation cérébrale est quasiment celle à l'âge adulte, à la naissance. Et puis au contraire, l'être humain ou le rat sont des espèces qui vont nécessiter beaucoup plus de temps pour avoir une maturation cérébrale. Et ce qu'on constate, c'est que plus on a besoin d'avoir une maturation cérébrale importante, plus on passe de temps en sommeil paradoxal. Comme si notre cerveau, grâce à ces phases de sommeil de rêve, de sommeil paradoxal, permettait de mettre en place un processus de maturation. Donc ça, c'est une première hypothèse qui a été proposée, qui est encore d'actualité. Mais qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte? Puisque tous ici, on a à peu près 20% ou 25% de notre temps de sommeil qu'un sommeil de rêve. Or, pour certains d'entre vous aussi, vous êtes adultes, et donc il n'y a pas d'évolution a priori associée à ça. Il y a une hypothèse qui a été associée à ça, c'est que le sommeil nous fait apprendre. Il nous permet de consolider les informations que nous avons acquises durant la journée. Alors, il y a des études qui ont été assez jolies dans les années 80 chez l'animal, qui montraient, on faisait apprendre un labyrinthe très complexe à des rats, puis on venait essayer de regarder ce qui se passait. Donc SP, c'est le sommeil paradoxal, puis on constatait que entre les rats qui apprenaient et ceux qui n'apprenaient pas, ceux qui apprenaient, la nuit suivante, il y avait une augmentation du temps passé en sommeil paradoxal. Au contraire, ceux qui n'y arrivaient pas à apprendre, n'avaient pas de cette augmentation. Ce qui est intéressant, on voit vraiment que c'est ce processus de consolidation, puisque si on regarde les nuits suivantes, une fois que le labyrinthe a été appris, il n'y a plus de modification du sommeil paradoxal. Donc chez l'animal, on a posé très rapidement l'idée que le sommeil venait consolider en mémoire les informations qui ont été acquises. Et la première fois qu'on a pu le montrer de manière scientifique, c'était magnifique, alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais je vais vous le traduire. C'est l'étude où on a mis des électrodes dans une petite structure qui s'appelle l'hippocampe chez l'animal. Et cette structure, elle a la particularité d'être une sorte de GPS, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous vous déplacez dans un lieu, quand vous êtes à droite de ce lieu, c'est une partie à droite de l'hippocampe qui s'active. Et si vous allez à gauche, c'est la partie gauche qui s'active. Et c'est comme si on pouvait retracer dans votre cerveau, en fonction des cellules qui s'activent, l'endroit où vous avez été. Donc on a fait ça, on a fait faire un labyrinthe à ces rats. Et puis on va voir qu'il y a des régions qui s'activent associées au déplacement dans l'espace de cet animal. On mesure ce qui se passe durant la nuit, puis d'un seul coup, à un moment de la nuit, on va retrouver les mêmes patterns d'activation que ce qu'on a observé durant la journée. C'est-à-dire que durant la nuit, le rat va rejouer dans sa tête le déplacement qu'il a fait pour apprendre à aller chercher la nourriture à un endroit. Donc pour la première fois, c'est une étude qui date de 2001, on démontrait que durant la nuit, il se passe quelque chose d'actif qui est de rejouer les informations qu'on a acquises. Et puis ça, dans des études élégantes, dont je ne ferai pas le détail, on a retrouvé la même chose, je vous en présente juste une ici, qui consistait, on demandait à la personne de venir pointer le plus vite possible sur un élément, et puis on avait mis une variation sur la souris, et on regardait ce qui se passe, et on constate que durant la journée, il y a cette région-là qui s'est activée, et durant la nuit, cette région-là se réactivait spontanément. Uniquement chez ceux qui devaient faire cet apprentissage. Donc la nuit, on rejoue ce qu'on a appris durant la journée. Et dans tout ça, les rêves. Alors qu'est-ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est un souvenir que vous allez avoir, c'est important d'avoir cette idée-là, parce que vous avez peut-être, tous ici vous rêvez, pourtant vous allez peut-être me dire, mais moi non, je rêve jamais. Non, vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Mais pas s'en souvenir, ça veut dire que vous ne rêvez pas forcément que vous rêvez. Donc souvent quand on parle du rêve, chez nous on parle du souvenir du rêve, qui va présenter des caractéristiques particulières. Alors souvent ce sont des modalités qui sont très visuelles,
avec la présence d'émotions très intenses, d'ailleurs souvent avec un décalage. Si vous bon, voilà, j'ai vu mon cousin, pourquoi je me suis senti en pleurs en l'ayant vu, c'est un peu bizarre. La bizarrerie, qui est intéressante parce que cette bizarrerie, quand vous la vivez dans le rêve, vous ne la considérez pas du tout comme bizarre. Vous êtes dans un bateau en train de vous déplacer sur une route de Chambéry, normale. Et puis quand vous réveillez, vous dites pourquoi je ne me suis pas rendu compte de ça. Donc la bizarrerie, une réduction du contrôle de la volonté, puis l'incorporation d'éléments et d'événements récents vus à l'éveil. Et ça c'est important parce que on ne va pas écouter la petite cloche, on va essayer de lui donner une petite fonction. Donc première chose, on a différentes fonctions qui ont été posées, associées au rêve, et je vais me focaliser sur la dernière parce que c'est celle qui est la plus convaincante, y compris même sur les autres fonctions associées à ça. C'est qu'on a proposé que le rêve, sa fonction était de venir réguler nos émotions. On parlait un peu de régulation. Et je vais juste vous raconter une seule histoire pour vous montrer ça, pour vous montrer un petit peu l'intérêt associé à ça. La première étude qui a montré ça, et je m'arrêterai là-dessus comme ça. On parlera des rêves lucides. Si vous avez des questions pour ces rêves lucides, ça me permettra de parler de la dernière partie. Il y a à peu près une vingtaine d'années, un chercheur va s'intéresser à des personnes qui ont vécu un divorce assez douloureux. Plusieurs personnes, ils essaient de tester un peu un certain nombre de personnes. Et certaines vont développer une dépression associée à ça et d'autres pas. Et il va étudier le sommeil de ces personnes. Il va constater quelque chose. Donc il va étudier ces personnes sur 1 an, durant une année. Il va constater quelque chose, c'est qu'il va demander aux gens de rappeler leurs rêves. Et certaines de ces personnes vont rappeler des événements du rêve, un peu en cauchemar, si vous voulez, associés à la perte de l'autre et à la séparation. Et donc quand on regarde ça, on se rend compte que ces personnes-là, qui se souviennent souvent en rêve de l'événement vie traumatique qui viennent de passer, eh bien ces personnes ont un état d'humeur qui est plus mauvais que les personnes qui disent non, moi je ne me souviens pas avoir rêvé ou j'ai pas rêvé de ça. Donc on se dit tiens, le sommeil il entretient une émotion négative. Sauf que ce chercheur-là il s'est obstiné et il a regardé l'état dans lequel se trouvaient ces personnes 1 an plus tard. Et il va constater ça, c'est que les personnes qui sont sorties de l'état dépressif sont ceux qui ont rêvé régulièrement de l'événement traumatique et ceux qui n'en ont pas rêvé sont restés en état de dépression. Ce qui suggère que ces rêves-là, ça sert à incorporer, à intégrer progressivement les états émotionnels. Et ce joli dessin qui est là, je ne vous le présenterai pas ici, mais c'est un chercheur qui a essayé de montrer pourquoi on fait ça avec des aspects très neurobiologiques, pour montrer que durant le sommeil, on va réactiver la mémoire émotionnelle, sauf que tout notre état physiologique fait que progressivement, cette mémoire émotionnelle qui va être réactivée, elle va être réactivée sans l'émotion associée. Ce qui fait qu'on va se souvenir de l'événement émotionnel, heureusement, sinon ça serait peu adaptatif, mais on va être capable progressivement, si le sommeil est efficace, de s'en souvenir sans réactiver toutes les émotions associées. Donc voilà, en gros, ce qu'on attend, ce qu'on pense être l'hypothèse émotionnelle du rêve. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Est-ce que quelqu'un a une question sur les rêves lucides? Merci. C'est sur ça. Est-ce qu'il y aurait une façon de s'entraîner à faire des rêves lucides? Parce que ce serait plutôt utile pour réviser le cours, par exemple. Rêve lucide, ça tombe bien que vous en parliez, parce que c'est une partie que je voulais développer. Alors pour les gens qui sont dans cette salle pas familiarisés avec ce concept, ce qu'on appelle le rêve lucide, vous l'avez tous vécu une fois un peu dans votre vie, peut-être plusieurs fois, c'est le fait d'être dans un rêve et d'un seul coup de justement réaliser que vous êtes dans ce rêve. Et une fois que vous réalisez ça, alors c'est souvent difficile de maintenir cet état, ça vous permet de faire ce que vous voulez, de décider de dire voilà, je vais aller voler dans les airs, etc., etc. Donc ce phénomène de rêve lucide, il est intéressant pour étudier le rêve, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que quand on a des gens très habitués à faire du rêve lucide, on peut s'entraîner avec eux en disant quand vous serez en période de rêve, vous bougez les yeux 3 fois à gauche, 1 fois à droite, et ça nous permet de voir que vous êtes en rêve, et on peut mesurer l'état du cerveau associé à ça. Et puis surtout, ça permet de tester plein de choses. Alors le problème du rêve lucide, c'est que est-ce que ça va nous permettre d'apprendre? Non, déjà, donc si on pouvait en faire beaucoup. C'est même l'hypnopédie, qui est un autre domaine qui est le fait de dire est-ce qu'on peut apprendre en dormant. Je pourrais aussi vous dire des choses là-dessus si vous avez une question sur l'hypnopédie. Mais donc si on est sur le rêve lucide, ce qui est intéressant dedans, c'est surtout pour moi de montrer comment on a une illusion d'une conscience qui est continue.
Parce que pour les gens qui font beaucoup de rêves lucides, vous avez peut-être ces choses-là en vous disant, bah moi, je vais prendre ma génération, je suis désolé, hein. Alors je vais faire un rêve lucide et puis je vais manger dans un super restaurant avec Angelina Jolie. Je décide de ça avant d'aller dormir. Je fais un rêve lucide, je réalise que je suis dans un rêve lucide, je me souviens de ma décision et je m'en fiche complètement. Ce que je veux faire, c'est de sauter d'immeuble en immeuble. C'est-à-dire que l'envie que j'avais dans un état de conscience qui était un état de conscience de veille n'est plus du tout le même que l'état de conscience, le cerveau que j'ai, le fonctionnement de mon cerveau que j'ai durant le rêve lucide. Donc c'est intéressant de montrer ça parce que ça montre qu'on a une illusion d'une conscience qui est continue. Or notre cerveau de rêve, il est probablement différent, voire notre personnalité est potentiellement un peu différent durant le rêve et le rêve lucide que durant l'état d'éveil. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, au fond, j'arrive. Je me dépêche. Moi j'avais juste une question. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait une causalité entre les personnes, entre le fait d'être hypersensible et le sommeil, qui serait de du coup pas réussir à réguler ses émotions correctement, et du coup qu'elles nous submergent dans le... Si j'essaie de reformuler la question, l'idée c'est de se dire est-ce que les perturbations ou des états particuliers de sommeil pourraient expliquer l'origine de l'hypersensibilité, c'est dans ce sens-là, c'est ça. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien très fort toujours entre l'état émotionnel dans lequel on est avant le sommeil et le contenu du sommeil. Par exemple, des personnes qui sont anxieuses vont rapporter plus d'émotions négatives durant les rêves, et des personnes qui vont plutôt être, par exemple, dans un état euphorique, vont apporter plutôt des émotions positives. Alors, cette relation-là de causalité, je ne vais pas y répondre parce qu'on ne sait pas en fait derrière. Est-ce que c'est l'état d'humeur globalement qui est présent, qui continue dans le rêve et du coup qui explique ça, ou est-ce que l'état associé le contenu des émotions que vous avez durant durant la nuit va venir colorer un petit peu l'état dans lequel vous êtes sur la veille? C'est un peu difficile. Voilà. Donc il peut y avoir des liens, des relations. Le lien de causalité, c'est la chose la plus difficile à montrer dans ces aspects-là, parce qu'on va tous dormir, on va tous se réveiller, on va avoir des états particuliers. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'un joue sur l'autre? C'est toujours compliqué à mettre en évidence. Il y a des manips qui se font. Nous, on travaille avec Genève, par exemple, sur des manips où on induit un état émotionnel avant de dormir, on laisse les personnes dormir, et puis on réactive cet état-là le lendemain. Et puis on essaie de voir, en fonction des caractéristiques du sommeil, eh bien, est-ce que ça a une conséquence sur le niveau de réactivité de ces personnes-là? Donc on est obligé de faire des études, mais qui restent des corrélations, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, cette personne-là a passé beaucoup de temps au sommeil de rêve, et puis quand on lui représente l'événement émotionnel assez négatif qu'on lui présente, elle réagit moins. Donc peut-être qu'elle a incorporé grâce à ça les émotions, mais on est toujours, vous voyez, sur des corrélations, on essaie de les interpréter. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, super. Moi je fais souvent des lucides avec mes amis, avec presque jamais. Du coup je me demandais si notre comportement, notre pensée, ça peut influencer le rêve lucide ou pas. Alors il y a plusieurs choses. On peut tous s'entraîner à faire du rêve lucide. Ça peut marcher. Ça marche généralement. Il y a des tests qu'on peut faire. Alors il y a la première chose, pour faire du rêve lucide, il faut considérer ses rêves. C'est-à-dire qu'il faut, le matin, essayer de se réveiller en pensant systématiquement est-ce que j'ai rêvé, à quoi j'ai rêvé, etc. Première étape. Puis après, il y a des tests tout bêtes. Par exemple, le test que moi je faisais beaucoup pour faire du rêve lucide, c'est que j'appuyais sur les murs durant l'éveil. Parce que dans le rêve, on a du mal à faire cette texture-là, donc votre doigt s'enfonce. Et quand vous faites ça à longueur de journée, vous avez mal au doigt, mais ça conditionne aussi ça, et durant le rêve, vous avez plus de probabilité d'appuyer sur un mur, puis de s'enfoncer, de dire ah, tiens, ça s'enfonce, qu'est-ce qui se passe, je suis en train de faire un rêve. Mais en dehors de ça, il y a des éléments qui suggèrent, on ne sait pas beaucoup de choses sur les rêves lucides, mais qu'il y a une variable génétique qui fait qu'on a des personnes qui vont avoir des prévalences plus fortes à faire des rêves lucides par rapport à d'autres. Mais on peut tous accéder à des rêves lucides. Mais notre cerveau, il a tendance à essayer de nous enlever de ces rêves lucides. Ça, c'est intéressant aussi de voir que très rapidement, quand vous êtes dans un rêve lucide, souvent vous allez repartir sur un rêve classique. D'un seul coup, vous n'êtes plus dans la lucidité, ou au contraire, vous mettez trop de lucidité et vous réveillez. Donc maintenir cette fameuse variable entre les deux qui fait que je vais prendre un café avec Angelina Jolie, c'est compliqué, parce que ça va vite évoluer dans un rêve, un cauchemar, ou au contraire, sur la réalité. Voilà. Ah, il y a une dernière question, mais ça va être chaud, c'est ça? Oui, c'est marche. Oui, malheureusement, on est coupé par le temps. Donc, pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ensuite. Je pense que c'est le moment de réapplaudir.